Bonjour à tous, bienvenue dans notre garage où nous découvrons aujourd'hui la nouvelle Opel Astra. Alors l'Opel Astra, c'est un modèle populaire qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde. On découvre aujourd'hui la 6e génération et on va voir avec Olivier si elle a toujours les qualités nécessaires pour être aussi populaire. Pour suivre toute l'actualité automobile ou découvrir nos derniers essais, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet monitorautomobile.be ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et maintenant, on retrouve Olivier pour découvrir cette nouvelle Astra. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Alors Olivier, on peut dire aujourd'hui que cette nouvelle Astra, elle a vraiment de la gueule. Ah oui, cette nouvelle génération, la 6e, tourne clairement une page. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est aussi lié à des changements importants chez Opel. Opel a été racheté par les Français de PSA. Exact. Depuis, c'est devenu Stellantis, mais c'est le premier modèle qui a été développé avec les Français. En partenariat. En partenariat avec donc, PSA, partage donc Peugeot, de plateforme. Citroën, voilà. Partage de plateforme, c'est le MP2, comme la Peugeot 308 par exemple, comme la DS4. Exact. Et tout ça fait qu'on a une voiture un peu différente. Ceci dit, elle a la même longueur que l'Astra précédente, à quelques millimètres près. Elle est un peu plus large, un peu plus basse. Mais globalement, c'est les mêmes proportions. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'au niveau de la longueur, c'est la même chose que la Peugeot 308. Ah ouais. Donc voilà. Même gabarit. Même gabarit. Mais alors, un look un petit peu plus posé sur le sol, un petit peu plus sportif. Oui, un peu plus Pour une sportif. Astra, on n'avait pas l'habitude. Voilà, exactement. Oui, c'est passé de bon père de famille à un papa qui aime bien s'amuser un peu rebelle, surtout voilà, en noir rebelle. Comme ça, c'est un peu Men in Black. Quoi. Voilà, oui, alors ça c'est une option, c'est une finition toute noire, même le Blitz est noir. On le voit plus. Voilà, le nom derrière Astra, on ne le voit pas non plus. Ça fait ressortir les feux. Hein. Voilà, ça fait ressortir les feux. Ici, on a les feux Matrix avec des LED, 84 LED dans ce système-là, qui est aussi une option. Okay. Les seules traces de couleur, c'est sur les jantes. D'accord. Et si on regarde bien, on voit quand même que les flancs du capot là, s'éloignent. On voit des ailes qui ressortent en fait. Des ailes qui ressortent. C'est ce qui, ça, c'est quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de plutôt nouveau chez l'Astra. C'est ce qui lui donne cet aspect un peu plus dynamique. Mais pour le reste, ça reste une berline 5 portes hatchback classique dans le profil. Toujours 5 portes, on ne fait plus de 3 portes maintenant. Non, dans ce segment-là, ça n'intéresse plus personne. C'est fini ça. Donc plus personne ne fait 3 portes. Et tu as quand même quelques petites références aux anciens modèles. Hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on trouvait sur les premières cadettes. Les cadettes qui étaient les ancêtres de l'Astra, hein, parce que si on dit la 6e génération Astra, mais avant il y a eu les générations cadettes, hein, donc c'est la lignée cadette. Mais il y avait la Manta aussi qui avait ce genre de petites distinctions au niveau du design. Des fausses ailettes, Voilà, et si on voit à l'arrière, on voit vraiment, voilà, bon, c'est un haillon qui est incliné aussi. Très rablé comme ça, très rablé. Et alors ce petit clin d'œil de design aussi qui fait un peu un aileron de requin, c'est ça? Voilà, l'aileron de requin, ça, les requins dans les nouvelles Opel, c'est quelque chose de mythique. On va voir tout à l'heure dans l'intérieur si on en trouve, mais en tout cas, c'est un petit easter egg. Pour préciser, c'est un petit gimmick de style que les designers ont insufflé dans toutes les dernières Opel. Voilà, c'est ce qu'on appelle un easter egg, un œuf de Pâques, donc une petite surprise qu'il faut essayer de retrouver dans la voiture. Il y a toujours un petit poisson quelque part. Bon, ici, moi, j'en ai pas vu quand je l'ai essayé. Je ne sais pas si toi, tu l'as trouvé. Mais on peut dire que ceci, ça peut rappeler… Oui, ça peut rappeler un aileron de poisson, comme l'antenne d'ailleurs, qui est une antenne aileron de requin, justement. En tout cas, ça lui donne aussi une belle prestance. Je trouve la voiture est vraiment rablée, bien large, aussi sportive. Oui, même dans les boucliers, il y a du travail sur le design, etc. Même le dessin des feux, tout ça est plutôt une voiture qui a du style. Voilà, qui a un style très réussi. D'accord. Tout à fait. Alors, qui dit plateforme partagée, dit généralement mécanique partagée. J'imagine que c'est le cas ici encore. Ben oui, on retrouve des moteurs qu'on retrouve dans les Peugeot, les DS, les Citroën. On a par exemple sous le capot de ce modèle-ci le 1200 3 cylindres, 130 chevaux essence. D'accord. Petit moteur turbo qui fonctionne très bien. On peut aller un peu plus bas avec du 110 chevaux. On a aussi, et ça c'est quand même remarquable, un 1500 diesel, 130 chevaux également. On a aussi de l'hybride avec un 1600 essence, cette fois-ci 180 chevaux, ou une version encore plus puissante de 225 chevaux. D'accord. Full électrique? Alors, full électrique en 2023. On sait que le groupe Stellantis a décidé d'électrifier toute la gamme. Alors, il y a déjà de l'hybride, mais l'Astra aura aussi une version électrique, comme la 308 et comme toutes ses cousines françaises. Et donc, oui, mais il n'est pas encore là pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un diesel. Oui, moi je l'ai testé et c'est vrai que ça se marie plutôt bien avec cette voiture. Hein. Je pense que c'est un petit diesel 1500 qui marche vraiment bien, assez coupleux. Moi, je l'ai testé avec la boîte automatique à 8 rapports. Et franchement, je trouve que ça marche vraiment pas mal. Et c'est logique. C'est toujours intéressant pour les familles. Hein. Voilà, c'est logique pour les familles, même en 2022, 2023, 2024. Ouais. Si on fait souvent des longs trajets, le diesel a toujours sa raison d'être en achat pour les particuliers.
Voilà, parce de même ça, que l'essence. Voilà, de même que l'essence. On n'est pas obligé encore d'acheter des voitures électriques de nos jours. Et donc, effectivement, on peut prendre la version essence de 130 chevaux ou le diesel de 130 chevaux. On s'en sortira très bien avec cette voiture. Alors, au niveau des transmissions, c'est roue avant, traction. Mais on a aussi la possibilité, et c'est d'ailleurs l'offre qu'on propose en entrée de gamme, c'est les 6 boîtes manuelles à 6 rapports, toujours disponibles, ou la boîte automatique à 8 rapports. Ok, donc un large choix. Un choix très large et très varié pour tous les goûts. Satisfaire tous les besoins. Voilà. À l'intérieur, on voit que c'est plus du tout l'Opel d'avant. Ah non, on retrouve un petit peu ce qu'on connaît chez Peugeot, par exemple, voilà. Notamment la taille de l'écran ici devant le combiné numérique. Petite chose importante, c'est que autant Peugeot a un petit volant, autant Opel a gardé le grand volant. Alors moi, avec mon gabarit, c'est très bien d'avoir le grand volant, parce que le volant Peugeot a parfois tendance à cacher le haut du combiné. Et si je peux voir à travers, c'est très bien pour moi. Mais pour d'autres personnes, je sais que c'est l'inverse. Ils préfèrent le petit volant, donc là c'est une question de taille et de gabarit. On a encore heureusement des touches pour la climatisation. Ouais, ça permet de régler facilement ta climatisation en roulant et pas d'être diverti par l'écran. Voilà, on a aussi des boutons raccourcis pour le menu de cet écran. Alors, avant de revenir sur cet écran, encore une chose pas mal, c'est cette double inclinaison. En fait, on a l'impression d'avoir une bulle comme ça. Ça crée un cockpit. Ça crée un petit cockpit. Par contre, si je veux changer ce qui est ici, par exemple, moi là j'ai mis la navigation. Moi, j'ai pas envie de la navigation. Il n'y a pas de bouton. Il faut passer. J'ai un peu préparé en plus, j'ai gagné du temps, j'ai déjà mis le bon menu. Il faut passer par l'écran, il faut dire je veux changer mon display, et après je dois aller dans le driver. Vous imaginez faire ça sur l'autoroute. Il y a quand même quelques manquements. Voilà, même si on a les aides à la conduite, c'est quand même pas très prudent. Donc pour ça, il faudrait que, en plus, vous voyez, genre commencer à appuyer. Alors, on a des petits effets waouh quand on passe d'une page à l'autre, mais enfin, ce qu'on est censé regarder, c'est ce qu'il y a devant nous. Exact. Et heureusement, il y a l'affichage tête haute. D'accord. Et il y a quand même un bouton ici, le bouton qu'on retrouve dans les Françaises, les Peugeot, notamment les Citroën, le petit bouton ici pour avoir la consommation qui s'affiche sur l'affichage tête haute, si on veut avoir sa moyenne de consommation sur le trajet. Ok. Au niveau de la finition, je trouve ça aussi pas mal, c'est un bel upgrade. Même si à certains endroits, comme ici par exemple, tu as un plastique qui est quand même assez... on peut le griffer. Oui, on peut le griffer, ça laisse des traces. Il n'a pas l'air hyper résistant. Puis il n'est pas agréable au toucher, donc on fait ça. Par contre, des trucs rigolos comme ça, un petit vide-poche ici, enfin un porte-lunettes plutôt, pas mal. Mais sinon, ces petits inserts, tout ça, je trouve que la qualité qui en ressort est plutôt pas mal. Voilà, oui. En fait, ce que l'on voit quand on est ici, ce qui est vraiment à portée de regard, est très bien fini. Les trucs un peu plus bas, et voilà. Il ne faut pas descendre trop bas. Voilà, on est d'accord. Au niveau des sièges aussi, on est vraiment pas mal. Ah oui, là, ce sont des sièges AGR, mais ça, Opel l'avait déjà depuis très longtemps. AGR, c'est un organisme de protection de santé du dos en Allemagne. Et c'est tellement des bons sièges que on en retrouve maintenant sur les Peugeot et les Citroën aussi. L'échange se fait dans les deux sens. Voilà, l'échange se fait heureusement dans les deux sens. Et donc voilà, donc pour ça, très confortable. Par contre, on va aller voir ce qui se passe derrière. Là, on perd un peu. Là, on perd un peu, Bon, je comprends, c'est plus vraiment l'Astra généreuse en espace comme le modèle d'avant. Non, alors déjà un indice qui ne trompe pas. Quand un constructeur creuse beaucoup le dossier du siège avant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Alors, effectivement, on sait mettre tout juste le bout des pieds sous le siège, après on est bloqué. C'est pénalisant. C'est pénalisant, pour les enfants moins, mais pour les adultes en tout cas, ça l'est. Et donc, effectivement, on est bien assis, c'est pas ça. On n'est pas les genoux contre le menton, mais on sent, on ne sait pas tendre les jambes sur les longs voyages. Et alors, attention aux disputes pour les enfants, il n'y a qu'une seule prise USB. Il n'y a qu'un seul port USB. D'accord. Donc il va falloir bien organiser ça pour savoir qui a le droit de brancher son téléphone quand il en a besoin. Mais bon, pour le reste, ça reste confortable. On voit que c'est quand même une voiture où on a privilégié l'espace avant, peut-être parce que maintenant l'espace arrière, c'est dans les SUV qu'on le privilégie. Voilà, j'ai un peu peur que pour les constructeurs, la famille c'est en SUV et les berlines, c'est pour un enfant ou pas d'enfant du tout, malheureusement. C'est un peu pareil au niveau du coffre aussi. Oui, le coffre, il n'a pas évolué par rapport à celui d'avant. Il y a un double plancher, donc on peut évidemment un peu baisser le plancher pour profiter de l'espace qui est quand même assez important en dessous. Il n'y a plus de roue de secours forcément. Mais effectivement, ce n'est pas le coffre pour mettre 4 valises et partir en vacances. Il faudra mettre le coffre de toit ou opter pour le break. Mais voilà, il n'y a pas photo. La voiture a peut-être plus d'embattement qu'avant, mais à l'arrière, malheureusement, c'est un peu... Elle a perdu en convivialité. Voilà, elle a perdu un petit peu en convivialité, mais c'est le lot de beaucoup de voitures modernes, malheureusement.
Alors Olivier, la première chose qu'on peut dire au volant de cette Astra ici, c'est que le comportement a quand même pas mal évolué par rapport au modèle d'avant. Ah oui, on n'est plus dans l'Astra qu'on en a connu, hein. Donc on sait que maintenant Opel fait partie du groupe Stellantis et l'Astra a récupéré pas mal de choses des Français. Et ça se ressent au volant. On n'a pas du tout la même dynamique de conduite qu'avaient les autres Astra. C'est un peu plus dynamique. Hein. C'est un peu plus dynamique. Je dirais que dans la famille Stellantis, on est à mi-chemin entre Peugeot et Citroën. Ouais. Et donc on a une voiture qui a un châssis qui permet de faire des choses sympathiques. Ouais. Mais par contre, elle a été réglée pour une conduite un peu plus calme. Et donc ça se voit notamment au niveau de la direction. D'accord. Je la trouve beaucoup trop souple par rapport aux capacités réelles du châssis. Et, elle est surassistée. Elle est surassistée, trop d'assistance. Ouais. Et donc parfois, on est un peu désorienté parce qu'on se dit comment sont mes roues par rapport à mon coup de volant. Et donc on doit corriger. Donc ça frustre un peu, ça vexe un peu en se disant que voilà. Ça n'inspire pas vraiment confiance en conduite dynamique. Oui, c'est ça. Je comprends. En conduite normale, ça se passe bien. Elle garde très bien le cap d'ailleurs sur autoroute. Donc la voiture est stable, la voiture est vraiment ne va pas flancher en virage. Ouais. Malheureusement, on n'a pas le ressenti exact qu'il faudrait au niveau du volant. Mais à l'inverse, dans ce genre d'environnement ici, tu as une bonne maniabilité et elle est très très facile à conduire. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que je parlais de compromis. Un petit avantage. Voilà, c'est qu'effectivement, peut-être pour ne pas trop perturber la clientèle traditionnelle d'Opel, on a gardé cet esprit de voiture qui n'est pas très, très compliqué à conduire, hein, qui se laisse conduire facilement, mais avec un meilleur châssis. Et là, ça frustre les gens qui voudraient en profiter mieux. Ouais, c'est quand même un petit peu plus ferme qu'avant, hein, si je peux me permettre. Et alors, on est assis aussi plus bas par rapport au châssis. Donc, c'est ce qui donne vraiment ce sentiment un peu sportif. Hein, exactement, on est assis, très très bas. Donc, très bas, non, on n'est pas dans une sportive, mais disons, on est quand même assis assez bas. Ouais. Et c'est vrai que ça rajoute le petit sentiment de dynamisme et de vitesse aussi à la voiture. Puis le son du moteur aussi, 3 cylindres. On a ce petit ronflement ici. Oui. Qui est quand même typique. On aime ou on n'aime pas, mais bon, ça amène aussi un petit peu son lot de sportivité, on va dire. Oui, c'est ça. Après, comment il est à rouler le moteur? Alors, le moteur, ici, c'est la version de 130 chevaux. Il est bien, franchement. Bon, évidemment, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais on n'est pas ridicule quand on doit dépasser. On peut dépasser. On peut faire monter un peu le rythme en appuyant sur l'accélérateur. Je mettrai aussi un bémol sur la boîte, par contre. Déjà, le pommeau, il n'est pas très facile à manipuler. Il est un peu trop gros. Et en plus, la boîte accroche. Et surtout, le passage de première, j'ai eu 2 fois où la première s'était mal mise et en démarrant, la boîte saute et on se retrouve sur le point mort. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu une tendance qui se généralise chez les constructeurs. Les boîtes manuelles sont de moins en moins soignées parce qu'ils vendent de plus en plus de boîtes automatiques. Voilà. Et en l'occurrence, tu peux aussi l'avoir avec la boîte automatique 8 rapports. On peut aussi l'avoir. Et celle-là fonctionne vraiment bien. Oui, c'est vrai que toi, tu as pu l'essayer aussi. Moi, je l'ai essayé avec le diesel et moi, je la conseillerais. Ce qui a fait le succès de l'Opel Astra, c'est aussi son positionnement prix qui était quand même légèrement en dessous de ceux de la majorité de ses concurrents. Alors, elle est légèrement en dessous de la Peugeot. Ouais, tout petit peu. Sa principale concurrente. Voilà. Elle est bien en dessous de la Golf, par contre. Ouais, la Golf est vraiment montée en gamme. Donc, oui, effectivement, c'est encore un petit peu plus intéressant, mais on sent quand même que l'Opel a monté aussi en gamme. Ouais. Donc, par exemple, la 110 chevaux est à 26 900 €. D'accord. Bon. Ça va. Ça reste accessible. Après, j'imagine qu'au niveau de l'équipement, c'est le minimum. C'est la version. On l'a pas comme elle est là. Voilà, si on prend celle-ci, c'est beaucoup plus cher, mais la version de base de ce modèle-ci de 130 chevaux, c'est 28 000 €. Après, ça va monter évidemment, on peut aller à 30 000 € très facilement. Il faut savoir une chose, c'est que si on la prend en jaune, la couleur est gratuite. Si on veut une couleur, c'est 300 €. Le jaune gratuit. Le jaune gratuit, oui, voilà. C'est pour la rendre visible. Voilà, le jaune c'est gratuit, les autres couleurs il faut payer. Ok, donc Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'elle existe aussi en version break, Sport Tourer, 1 500 € de plus. Alors, si on monte dans les moteurs, on peut arriver pour la version hybride jusqu'à presque 40 000 €. D'accord. Donc, la marge est entre 27 000 et 40 000 € dans les versions c'est large. Voilà, c'est assez large. Ça dépend des finitions. Opel travaille encore avec des finitions, avec des équipements qui dépendent très fort de définition. Donc, on peut évidemment. On a de la latitude dans le choix et on peut s'en tirer pour moins de 30 000 € en tout cas. D'accord. On n'a pas parlé de la consommation tout à l'heure du 1200 ici. Alors ici, dans le cadre de l'essai que j'ai fait là, où j'ai fait un peu d'autoroute, un peu de ville, un peu de tout, y compris les embouteillages, j'ai une moyenne de 7 litres 1 au 100, ce qui nous fait à peu près 14 € pour 100 km au tarif actuel de l'essence, ce qui reste encore une bonne consommation pour une voiture, qui est quand même une voiture
qui n'est pas trop petite non plus, c'est une vraie berline compacte qui peut être utilisée par la famille, donc ça reste raisonnable. Ouais, et moi sur la diesel, j'étais entre 6 et 7 litres, donc plus proche des 6 que des 7. Donc c'est aussi pas mal. Voilà, au niveau budget, on s'y retrouve. Hein. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher l'hybride pour avoir quelque chose d'économique au quotidien. Voilà, exactement. Alors Olivier, on va essayer de récapituler un peu ce que tu nous as dit à propos de cette Opel Astra et revenir surtout à la question de départ. Est-ce que ce modèle va se vendre à des millions d'exemplaires comme ceux de l'Astra d'avant? Alors déjà, c'est une berline compacte et à notre époque, il vaut mieux être un SUV si on veut être vendu en millions d'exemplaires. Oui, exact, donc, le marché a changé. Voilà, le marché a changé, elle a beaucoup d'atouts. Alors d'abord, elle a changé. L'arrivée de PSA a fait qu'on a un peu une Opel Astra à la sauce française qui se rapproche plus d'une Peugeot que des anciennes Opel. Eh oui. Alors ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, au contraire, c'est plutôt plus agréable à conduire. Ceci dit, ça reste une voiture qui a perdu un petit peu en fonctionnalité parce que voilà, les voitures modernes ont besoin de normes et d'éléments qui font qu'on perd un peu de place un peu partout. L'espace à l'arrière, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Ouais. Mais par contre, on a une voiture agréable à vivre au quotidien. Et pour ça, elle a des atouts. Maintenant, il faut pouvoir se dire, je veux acheter une berline 5 portes et pas un SUV. Et ce sera son principal concurrent, ce seront tous les modèles qui sont des SUV dans la même gamme de prix. En tout cas. Après, des compacts comme ça, il en reste pas mal. Elle a aussi une version break. Elle a aussi une version break, la Sport Tourer, voilà, qui est aussi qui rapporte évidemment un peu plus d'aspect pratique, notamment au niveau du volume de chargement, ce qui est logique, et donc qui est aussi très joli. Hein, donc au niveau du design, le Sport Tourer est aussi un véhicule qui peut plaire et qui a des atouts en tout cas pour s'en sortir dans ce segment-là et peut-être sortir du lot par rapport aux autres modèles de cette gamme. On lui souhaite tout meilleur en tout cas. On lui souhaite parce que c'est important pour Opel de passer comme ça de ce mélange d'américanisme General Motors et allemand à un modèle qui devient plus franco-allemand que germano-français, il faut bien l'avouer, mais en tout cas qui doit essayer de garder un petit peu des traits distinctifs pour se différencier de ses concurrents directs chez Stellantis. Merci Olivier pour tes bonnes explications, merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour le reste, on vous dit à bientôt.